Salut tout le monde, c'est Arlenta. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale en tout cas, que je n'ai jamais vu ailleurs, mais en même temps c'est un petit peu le concept de ma chaîne. Je ne fais pas les mêmes vidéos que tout le monde parce que je trouve pas trop d'intérêt à faire les mêmes vidéos que tout le monde, en tout cas en ce moment, parce que ça pourrait changer, et surtout parce que j'ai un sujet qui tourne à peu près autour des études, etc. En tout cas tant que j'y suis, et que dans un but plutôt d'aide, plus de divertissement. Mais là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de plutôt une réflexion que je me suis fait en fait il y a quelques semaines, voire quelques jours, voire que je suis toujours en réflexion là-dessus, et auquel je voulais partager parce que il y a un peu le stéréotype des t'es en sociologie, tu es de gauche, t'es un gros babos, etc. Limite même d'extrême gauche. J'imagine que vous avez un peu toute cette image des sociologues de gauche, et je voulais vous expliquer un peu peut-être d'où ça vient, parce que j'ai remarqué moi en faisant mes études de sociologie qui, je le rappelle, sont presque à leur terme, puisque, enfin normalement, puisque l'année prochaine je vais en master qui n'est pas un master de sociologie. En tout cas je suis en terme normalement si je ne redoute pas de ma licence de sociologie, puisque je suis en 3ème année de sociologie actuellement au semestre 5 sur 6, et je passe mon semestre 6 au Canada, donc toujours de la socio mais au Canada, donc ce n'est pas exactement pareil, en tout cas j'en sais rien pour l'instant, mais ce sera pas pareil en tout cas de tout ce que j'ai suivi aujourd'hui, et peut-être qu'il n'y a pas le même a priori d'ailleurs au Canada sur les sociologues, mais en tout cas en France, dans notre société, les sociologues sont beaucoup associés à l'idéologie de gauche. Je suis pas là pour dire qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de droite, pourquoi pour qu'il faut voter, etc. Ça j'en ai rien à faire. On apprend grâce à la sociologie, parce qu'en fait la sociologie nous apprend à réfléchir le monde, donc on nous apprend énormément de manières de réfléchir le monde. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec l'idée sociologue égale gauche, parce que on peut très bien utiliser la sociologie pour les questions de droite, et la tourner de manière à ce que ça aide la politique de droite tout simplement. Mais c'est vrai qu'on se rend compte d'énormément de choses, et surtout on nous apprend à penser sans nous donner de manière de penser, mais on nous apprend à voir en fait. On nous donne des faits qui semblent hyper logiques quand on nous les dit, mais qu'en fait je me rends compte, surtout en côtoyant des gens qui ne font pas sociologie, des gens qui ne sont pas intéressés tout simplement à tout ce sujet, que en 3 ans j'ai emmagasiné tellement de choses. Bon, j'avais aussi un engagement politique de gauche du coup à côté qui a forcément aidé, mais la sociologie elle a légitimé tout ce que je pensais, et enfin en tout cas une grande majorité de ce que je pensais, et m'a fait rendre compte de énormément de choses auxquelles on se rend pas forcément compte. Je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans en fait les seules vidéos que j'ai fait pendant mes 2 premières années. Déjà j'ai la vidéo sur être étudiant que j'ai fait l'année dernière, et où là je parlais de qu'est-ce que ça faisait de devenir un adulte. Et j'ai également fait des vidéos sur le sexisme. J'ai fait ma vidéo analyse sociologique sur le système, enfin sur la polémique homo vs hétéro, donc sur le sexisme et les représentations du genre. Et j'ai également fait pareil sur le même sujet, une vidéo sur le harcèlement de rue. Et en fait j'avais envie vraiment d'être explicite dans tout ça, parce que vraiment c'est un sujet qui me tient à cœur, que je suis vraiment plein de réflexions là-dessus, et je me dis que ça pourrait être vraiment très intéressant de vous le partager. Cette intro est beaucoup trop longue, donc je pense qu'on va passer au vif du sujet. C'est parti. Le premier élément, c'est l'entrée à la fac. Donc j'ai parlé dans la vidéo être étudiant, que je vous invite vraiment à aller voir si vous voulez voir de quoi je parle, mais en gros pour vous faire un résumé, quand on est étudiant et autonome, je dis bien autonome parce que actuellement je ne vis pas avec mes propres ressources complètement, mais quand on a la possibilité de tout gérer soi-même, les courses, le logement, etc, de peut-être travailler, de peut-être pas travailler, enfin voilà, d'avoir tout ce raisonnement et cette autonomie qui fait qu'on n'est plus du tout sous l'emprise, on va dire, de ses parents. On gagne déjà en autonomie évidemment, mais également en reconnaissance auprès des autres personnes en fait. Auprès de toutes les autres personnes. Déjà à la fac je trouve que le rapport entre les profs et les étudiants n'est pas du tout le même rapport, mais ça je pense que c'est dans toutes les filières d'enseignement supérieur. On a un rapport élève-prof qui est beaucoup moins dans le je suis le prof pour t'apprendre des choses, même si c'est toujours le cas. On a quand même un prof qui est là, qui nous apprend les choses, et nous on les apprend et nous les récite au contrôle. Le système n'a pas changé, même s'il est différent entre la fac et le lycée, c'est toujours le même principe, hein, pour l'instant en tout cas, dans la situation actuelle en France en 2019. Mais il y a un rapport plus
on parle à des adultes en fait, on parle à des gens qui savent les choses, on parle pas à des gens qui sont ignorants, on considère que les autres ont des idées politiques, ont des avis à eux, ont des connaissances que peut-être le prof n'a pas. Les questions sont très intéressantes quand quelqu'un pose une question, franchement c'est souvent très enrichissant. Les étudiants aussi livrent des trucs que des fois les profs n'ont pas lus. Même si généralement c'est plutôt le contraire, hein. On est d'accord, un prof a pas du tout le même niveau d'études que nous et a quand même une supériorité légitime et culturelle, etc. Et non, enfin c'est normal, surtout quand on est en L1. Mais disons qu'il n'y a pas du tout le même rapport d'enseignant-apprenant. Même en dehors de la fac, avec mes parents, avec les gens de ma famille, avec les autres adultes. Enfin moi du coup je suis devenue responsable politique fin L1. Et du coup j'avais des responsables politiques d'organisation de métiers, enfin de syndicalistes, genre la CGT, etc. qui me considéraient vraiment comme une adulte, vraiment comme un responsable politique. Et je pense qu'un responsable politique lycéen, pour en connaître, n'a pas du tout le même rapport avec les adultes. Et ben tout ça, je trouve ça énorme. Enfin, en fait je l'avais expliqué dans ma vidéo être étudiant mais sans les exemples. J'espère que les exemples ne vont pas vous faire peur, vous n'êtes pas obligé de vous engager en politique ni d'être élu à quoi que ce soit pour faire de la sociologie. Mais en fait ce que je voulais expliquer par là c'est le rapport aux adultes. On en fait partie en fait. À partir de quand on devient étudiant, on devient un adulte et on est considéré comme tel, même si évidemment il y a toujours l'autonomie qui n'est pas complète tant que nous n'avons pas de revenus propres. Sauf si vous avez assez d'aide pour vivre sur vos revenus d'aide, mais ça me faudrait que ça suffise à avoir une super vie. Bref, tout ce que je voulais dire c'est que déjà il y a ça qui m'a fait beaucoup grandir évidemment. Et on peut bien sûr ne pas le dissocier du reste, ce n'est pas que la socio, c'est déjà devenir une adulte. Deuxièmement, du coup, la sociologie égale la gauche. Pourquoi ? Quand on étudie la sociologie, on étudie beaucoup de peuples, on étudie toutes les classes sociales, on étudie les différences entre les classes sociales, les différences entre les races sociales. Quand je dis race sociale, ce n'est pas du tout un thème raciste. Quand je dis race sociale, il y a des différences en fait entre les blancs et les noirs dans la manière dont ils sont traités dans la société. C'est pour ça que le racisme existe. Il y a des différences entre les genres des personnes, il y a des différences entre les orientations sexuelles des personnes. Et en fait tout ça on nous l'explique mais uniquement par des faits. En fait on nous fait lire des ouvrages anciens, récents, des textes, qui sont des enquêtes de terrain, de choses qui se sont vraiment passées et dont la plupart, je dis bien la plupart des sociologues expliquent de manière extrêmement neutre. C'est-à-dire qu'un sociologue peut être amené à être embauché par des politiques pour réaliser une enquête qui sera ensuite utilisée par les politiques pour expliquer un phénomène, etc. Pour réfléchir à comment on fait cette réforme là en fonction du public qui est ciblé, etc. Ce qui peut être très bien mais qui peut aussi avoir une dimension du coup politique et une orientation, même si le sociologue peut donner son orientation et le politique peut donner une orientation au travail du sociologue. Il y a aussi des sociologues qui considèrent que ce n'est pas possible de faire de la sociologie sans prendre en compte qu'on a notre avis propre et on peut pas en fait occulter notre avis dans ce qu'on étudie, puisque par exemple si je pense que le racisme existe, imaginons qu'il y a des gens dans cette terre qui ne pensent que le racisme n'existe pas, même si je pense quand même que ça n'existe pas, les gens qui pensent ça, même si on pense tous que le racisme existe à un niveau différent, bref. Si je pense que le racisme n'existe pas, je pense que je vais pas aller déjà chercher à savoir s'il existe. Et je vais associer tous les comportements racistes à d'autres choses. Je sais pas, il est trop grand, il a mal parlé, il sait pas se vendre, etc. Peut-être que... Enfin voilà, il y a plein de raisons comme ça, mais si je ne crois pas au racisme, je n'irai jamais déjà étudier ce sujet-là. Du coup, moi, je suis plutôt du style de personne à penser qu'un sociologue ne veut pas se dissocier de sa pensée propre pour étudier un phénomène et qu'il vaut mieux expliquer, moi je pense ça, mais ça n'en reste pas moins scientifique parce qu'en fait je trouve ça beaucoup plus juste et beaucoup plus logique en fait d'expliquer pourquoi on a fait ça, de quelle manière, etc. puisque en fait la sociologie c'est étudier les populations et comment on peut étudier les autres populations et essayer de comprendre leur point de vue, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans leur vie, essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, si on comprend pas déjà pourquoi nous on existe et pourquoi on existe de cette manière là. Voilà, du coup, il y a un peu de titres de sociologue. Moi, je fais plutôt partie, même si je ne me considère pas non plus sociologue parce que je n'ai pas de doctorat en sociologie tout simplement, mais
j'ai reçu une formation de sociologie plutôt dans le type du genre qu'on ne peut pas se dissocier de ses points de vue. C'est pour ça que je pense également qu'il est possible d'être de droite et d'être sociologue. Mais je pense que c'est limité parce que on nous apprend tellement de choses, enfin on nous ouvre les yeux sur tellement de choses que je vois pas comment on peut avoir des idées telles que il n'existe pas de sexisme aujourd'hui, ce genre de choses qui caractérisent la droite, même si la droite ne se caractérise pas uniquement par ses prises de position sociales. Et c'est pour ça qu'on peut limite être de droite et de gauche, parce que socialement on est plus de gauche et économiquement on est plus de droite par exemple, voilà. De base je voulais vous parler de mes réflexions personnelles sur ma vie personnelle, de ce que ça a fait dans ma vie de faire de la sociologie, et je me suis perdue, mais en même temps je pense que ce n'est pas vraiment que je suis perdue, je pense que c'est le contexte un peu important pour comprendre la suite. Du coup, dans ma vie de tous les jours actuellement, je suis beaucoup touchée par... Je sais pas si on peut dire touchée, je suis beaucoup... Ouais, touchée dans le sens, ça me touche sentimentalement par le sexisme, et surtout je remarque beaucoup le sexisme. Tout simplement, je suis blanche, je viens pas d'un milieu très défavorisé non plus, même s'il n'est pas non plus favorisé. Mais je suis une femme, et du coup c'est la discrimination dans celle qui existe, c'est-à-dire racisme, sexisme, LGBT-phobie et handicap. C'est la discrimination que je subis le plus, et en fait être sociologue ça a changé ma vie dans le sens où je me rends beaucoup compte du sexisme ambiant. Et des fois j'aurais préféré ne pas m'en rendre compte en fait. Parce que en fait on se rend pas compte de tout ce qu'on vit. Apparemment, j'en ai parlé à ma mère, c'est un peu à la mode de parler de charge mentale des femmes, etc. dans le couple. Du fait que même si aujourd'hui les tâches ménagères, et encore ce n'est pas du tout le cas dans toutes les familles, pas partout, c'est plutôt le cas majoritairement dans les classes moyennes, que les tâches ménagères sont plus ou moins réparties entre l'homme et la femme, et par ce principe là beaucoup de personnes considèrent que le sexisme n'existe plus, parce que les femmes peuvent porter des pantalons, parce qu'elles peuvent voter, parce qu'elles peuvent travailler, parce qu'elles n'ont pas besoin de l'autorisation de l'homme pour faire quoi que ce soit, etc., etc. Et pourtant, mais qu'est-ce que je vois de sexisme ambiant, c'est ouf. Et je pense que c'est pareil pour toutes les autres discriminations, mais c'est celle qui me touche le plus, et grâce à la sociologie j'ai les mots pour l'expliquer, j'ai la capacité culturelle de l'intellectualiser, de le comprendre. Et le problème c'est que énormément de personnes, dès que je commence à parler de ça, me disent que je généralise tout, etc. Pour vous expliquer, la sociologie c'est de la généralisation, puisque on étudie les sociétés en fait. C'est pas de la psychologie où je suis de telle personne, et je dis pas tout le monde est sexiste. J'ai fait un thread qui s'appelle Men are trash, et vous êtes toujours sur ma vidéo. À ce moment là j'espère que vous êtes vraiment intéressés par le sujet, parce que je vais partir très loin. J'ai fait un thread sur Twitter qui s'appelle Pourquoi Men are trash, je vous en ferai peut-être une vidéo. J'ai peur de faire cette vidéo pour tout vous dire, c'est pour ça que je la fais pas pour l'instant, mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir. En fait j'explique tout ce qu'il y a, les choses les plus poignantes qui expriment le sexisme de nos jours. Évidemment il y a les féminicides, évidemment je parle d'harcèlement de rue, etc. Enfin le plus poignant, mais là j'ai envie de vous parler du moins visible. C'est-à-dire que, évidemment, je vous ai déjà fait une vidéo sur le harcèlement de rue que je vous invite à aller voir, que je ne trouve ça absolument pas normal. Évidemment, il y a des femmes qui se font tuer, évidemment, il y a des femmes qui se font marier de force, encore aujourd'hui, et encore en France, encore dans des pays très développés tels que les États-Unis, on interdit l'IVG, ce qui est hyper dangereux pour les femmes qui tuent des femmes. Des trucs vraiment, n'importe qui, je lui dis ça, il va me dire d'accord ça existe, c'est horrible, même s'il considère que c'est pas du sexisme, il va le reconnaître. Mais moi je parle des choses qui ne se voient pas forcément. La sociologie c'est pas de dire toi t'es sexiste, toi t'es sexiste, toi t'es sexiste, tout le monde est sexiste et il n'y a plus rien à faire, le monde est comme ça et je ne pourrai jamais le changer, c'est vraiment de la merde, quel système de merde, etc. Même si je le pense, mais en fait non, c'est pas toi t'es sexiste, t'es un connard. C'est toi t'es sexiste, mais pourquoi t'es sexiste? Tu t'en rends même pas compte en fait. Par exemple, mon copain et s'intéresse au sujet, enfin en tout cas on en a déjà entendu parler, entendu des émissions, est d'accord que le sexisme existe aujourd'hui, etc. Mais quand je lui ai parlé, enfin quand j'ai vécu des agressions dans la rue,
Au début il me croyait pas, ou alors il me disait t'avais qu'à faire ça, nanana. Et en fait à fur et à mesure il se rend compte de tout ça, et parce que c'est un homme il savait que ça existait, mais en fait inconsciemment il s'en rendait pas compte. Il n'y a pas que mon copain, hein, vraiment il y a beaucoup d'hommes dans mon entourage qui pensent ça, parce que quand tu le vis pas, en fait c'est des trucs que tu vois pas, ou alors si tu le vois vite fait dans un tram, tu te dis que c'est rien, sauf que quand on est une fille qui habite en ville, ça arrive tout le temps. La charge mentale du coup dans le couple, je suis sûre et certaine que la majorité des personnes ne se sentent pas concernées en fait par le sujet, alors que je suis certaine que ça concerne toutes les femmes sans exception, vraiment, mais c'est pas une blague. Toutes les femmes en couple hétéro en tout cas, qui vivent dans un couple hétéro, et même comme je vous disais, qu'ils vivent pas, parce que rien que, imaginons, faites une expérience, vous invitez un garçon, vous invitez une fille, vous mangez, vous faites des trucs, bref, il y a beaucoup plus de chances que la fille vous demande si elle peut vous aider à ranger, si elle peut vous aider à faire la vaisselle, etc., que un homme le fasse, de lui-même propose. Si vous lui demandez, peut-être qu'il le fera, hein. Faites l'expérience, dites-moi, hein. Mais il y a de très fortes chances que vous deviez lui demander, ou qu'il ne se propose pas tout simplement, ou pas au même niveau qu'une femme. Et en fait la charge mentale c'est se proposer, mais c'est aussi penser à toute l'organisation. Dans énormément de couples hétéros, encore une fois, il y a évidemment des personnes qui peuvent échapper au sujet que je dis, puisque la société est sexiste et il y a énormément de réactions qui vont dans ce sens là et qui se passent comme ça dans la plupart des cas. Mais évidemment peut-être que votre voisin lui vous proposera de faire la vaisselle. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fiche en fait que votre voisin le fasse, parce que dans la plupart du temps vous prenez 10 inconnus, il y en aura 9,5 qui feront ce que je suis en train de vous expliquer. Donc le problème c'est la société en général, et surtout pourquoi les hommes réagissent comme ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on les a éduqués en tant qu'hommes, et en plus ils se rendent pas compte, et nous on nous a éduqués en tant que femmes à ne pas réagir à ça, c'est-à-dire à... Enfin très souvent on nous a éduqués en tant que femmes à gérer tout, à être très autonome, à savoir gérer les choses, parce qu'on nous a éduqués en fait à devenir mère d'enfants et à organiser, enfin voilà. Alors qu'un homme a plus une éducation où on cherche des connaissances. Vous voyez, nous on a plus le savoir-faire quotidien, et eux s'ils ont un savoir-faire c'est plus spécifique pour avoir un travail, pour gagner beaucoup d'argent, etc. Et même nous, enfin par exemple il y a énormément de filles qui sont très bonnes en maths, et une majorité de filles c'est prouvé qui sont meilleures au collège et en primaire en maths que de garçons, parce qu'ils arrivent plus à réfléchir, etc., à comprendre, etc. Mais après beaucoup moins de meufs qui s'orientent vers les carrières, vers les filières où il y a besoin d'utiliser les maths, parce que ce n'est pas des métiers de femmes, parce que ce ne sont pas reconnus comme des métiers de femmes, parce que les filles se désintéressent de ces métiers là, parce que c'est inconsciemment quelque chose qui ne les intéresse pas. Moi de même, je suis grave intéressée par l'enfance et je sais d'où ça vient, mais c'est pas parce que je sais que je change, parce que on a tous été éduqués comme ça. La charge mentale c'est du coup avoir appris à gérer toute la maison. Ça passe par des hommes en couple qui ne gèrent pas leur calendrier, qui ne gèrent pas leur rendez-vous chez le médecin, qui soit le gèrent, l'oublient, laissent leur femme leur rappeler, ne gèrent pas comment on organise les courses, ne gèrent pas à quel moment on va aller faire les courses. Le problème c'est que des fois j'aimerais en fait ne pas savoir tout ça, parce que je m'énerve beaucoup, je réagis beaucoup à tout ça, ce que beaucoup de femmes ne font pas. C'est-à-dire que beaucoup de femmes ne se rendent même pas compte que c'est bizarre, que c'est pas normal, que c'est de la charge sur soi, que ça fatigue, que ça prend de devoir toujours gérer tout pour deux, voire plus quand on a des enfants, et que l'homme s'occupe de gérer son travail et de ramener l'argent à la maison pour faire très grossier. Et évidemment les femmes travaillent aujourd'hui, ils ramènent des sous, etc. Mais statistiquement elles ramènent moins de sous et sont très souvent en mi-temps pour gérer cette organisation là et les enfants. Et pour moi c'est un travail qui se vaut autant
enfin si il y a cette charge mentale qui existe et si elle doit exister sur une des deux personnes du couple, déjà il faut que ça s'arrête, que ce soit systématiquement sur la femme. Aujourd'hui bien sûr il y a des évolutions, comme je dis, ne me parlez pas de mon voisin, mais par exemple le couple Je ne suis pas jolie et son copain Samuel, c'est Samuel qui vit au foyer, etc. Il y a toujours des exceptions, c'est très bien qu'elles existent, c'est très bien qu'elles commencent à être médiatisées, etc. Mais elles sont médiatisées, ce sont un peu l'exception à chaque fois, le oh ouais super, couple idéal, organisation idéale, etc. Mais la très grande majorité du système n'existe pas de cette manière-là. Et du coup, si une charge mentale doit exister sur une des deux personnes du couple, si toute la charge organisationnelle de la vie de tous les jours doit bien reposer sur quelqu'un, et peut-être que c'est plus simple d'ailleurs qu'elle repose sur une seule personne au lieu des deux pour être sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait tous les renseignements, etc. Pour moi, elle devrait être valorisée de la même sorte que le travail. Après ça peut être le problème dans n'importe quel boulot qui se fait à distance d'ailleurs. Mais c'est encore pire parce qu'un boulot à licence c'est valorisé par un salaire du travail chez soi. YouTube, comme je le fais là totalement bénévolement, l'engagement associatif, les mails, les papiers, ce n'est pas valorisé comme un travail aujourd'hui dans notre société. Et parce que tout simplement elle n'est pas sortie d'un salaire et d'un encadrement. Et d'ailleurs je préférerais pas qu'elle soit sortie d'un encadrement, mais je trouve qu'elle devrait au moins être valorisée socialement comme du travail et comme quelque chose qui peut fatiguer, comme quelque chose qui peut être pesant et pesant psychologiquement, dans le sens où la charge mentale, le problème c'est que c'est H24. La charge mentale, quand tu as fini ta journée de travail, elle est toujours là, puisque c'est l'organisation de la vie quotidienne. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Enfin du coup ma conclusion, j'ai parlé de beaucoup de choses, je sais même pas si je suis allée au bout de tous les sujets. Si ça vous intéresse, peut-être que j'irai plus loin sur certains sujets. Mais ma conclusion c'est que la sociologie a changé ma vie, a changé ma vision du monde. Et je me rends compte de beaucoup plus de choses aujourd'hui que des fois j'aimerais pas me rendre compte, parce que ça génère des conflits tout simplement. Mais en même temps je pense que ces conflits, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient sociaux, c'est-à-dire des conflits type manifestation, les demandes de loi, etc. Sont totalement légitimes et doivent exister. Ça me prend de la charge mentale à moi d'aller contre ça en fait aussi. Et j'en suis totalement consciente et j'en suis contente, mais en même temps parfois j'aimerais avoir une vie normale et ne pas me rendre compte de tout ça. La socio a changé ma vie dans énormément de choses, je vous ai pas du tout vous expliqué là dans cette vidéo. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez vous, j'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce sujet. Je sais que j'ai parlé très longtemps et je pense que je vais pas pouvoir couper beaucoup de choses au montage parce que j'enlève ce qui est vraiment pas intéressant. Et il y a possibilité que j'ai dit déjà assez de choses que je n'ai pas approfondies, donc je dois tout laisser, donc que la vidéo soit aussi longue qu'aujourd'hui. Là quand je la filme on est déjà à 30 minutes. Bref. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous génère des réactions et j'aimerais parler de ces réactions avec vous en commentaire sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, plutôt sur Facebook, beaucoup plus sur Twitter ou sur YouTube. Je vous avoue que je répondrai beaucoup plus vite sur ces réseaux là. J'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à la prochaine.